Bien, je vais essayer d'être plastique et pas répéter ce que vous voulez dire, qui était très clair au niveau de la présentation. Il est sur le... Je vous laisse faire. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, hein? Je vais essayer de me cibler là-dessus, réagir sur autre chose, mais c'est pas grave. Voilà. Quand il y a quelques mois, je présentais les résultats de la recherche appliquée sur les situations d'incapacité, vous savez, une recherche dans le cadre de la projet de l'ONED sur les jeunes avec difficultés multiples, qui s'appelle une souffrance mal traitée. Quand je présentais cette recherche, je disais souvent que les institutions participant à la protection de l'enfance souffraient de la maladie d'Alzheimer. Et je faisais référence ainsi aux premiers symptômes de la maladie concernant les absences mnésiques entre institutions, qui était un des résultats de la recherche. Et depuis, je me suis beaucoup intéressé au fonctionnement du cerveau, au travers d'enquêtes portant sur les conséquences sociales des troubles psychiques et cognitifs que nous menons, d'ailleurs une des recherches que nous menons avec le CREI d'Aquitaine. Et si bien qu'aujourd'hui j'ai révisé ma métaphore, c'est-à-dire que je pense que les institutions participant à la protection de l'enfance ne souffrent pas que de la maladie d'Alzheimer. Vous savez que les troubles psychiques et cognitifs se manifestent par des dysfonctionnements de ce que Changeux et Dehaene appellent l'espace neuronal global. Pour faire simple, vous avez des zones modulaires du cerveau, celles qui traitent de la perception visuelle par exemple, ou celles qui traitent de la reconnaissance des sons et des formes, ou bien celles qui sont consacrées à la coordination des mouvements, du sens de l'équilibre, qui ne sont pas reliées entre elles. Toutes les approches actuellement autour du cerveau montrent qu'il n'y a pas d'embrasement synchronique des zones de travail qui permettraient l'accès à la prise de conscience cohérente d'une réalité perçue. Eh bien, il y a un petit peu ça dans la protection de l'enfance. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le cerveau, quand les zones ne sont pas reliées entre elles, ça ne veut pas dire qu'il y a des déficiences particulières des zones modulaires qui travaillent. Chacun fait bien son travail. Mais les liaisons entre le cortex préfrontal et les zones de travail spécialisées ne s'effectuent pas. Vous voyez, soit que les connexions manquent à l'appel, c'est des axones qui n'arrivent pas à atteindre les zones particulières, soit que les récepteurs de l'information dysfonctionnent. Et donc il y a toute une série de résultats de recherche qui montrent que c'est le système global qui ne fonctionne pas, ce ne sont pas les entités particulières. Il y a quelque chose dans l'accès à la conscience, et l'accès à la conscience, c'est la représentation que l'on se fait de la réalité perçue, c'est ça qui importe, qui ne marche pas. Et de ce fait-là, bien souvent, on a l'impression qu'il y a des clignotants d'erreurs et on a l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre ce que la réalité que l'on essaye de percevoir à partir de ces zones modulaires différenciées. Le dispositif de la pédopsychiatrie, du social, du médico-social, dans la protection de l'enfance, de la PMI, de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, n'arrive pas à se coordonner pour avoir une représentation globale et cohérente d'un certain nombre de jeunes qui traversent leurs institutions. Et ça a des conséquences tout à fait importantes qui fait que, suite à ces recherches sur les jeunes à difficultés multiples, une souffrance mal traitée, je le conseille, et à de multiples expériences et innovations dans plusieurs régions, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, nous avons effectivement répondu à l'appel d'offres d'UNIFAF. Je vais essayer de ne pas tout reprendre, mais de montrer qu'est-ce que ça a donné, pourquoi c'est intéressant de faire ce travail-là, qu'est-ce que c'est que la formation-action, et pourquoi aujourd'hui ça risque de faire avancer un peu plus ce que j'appelle la révolution organisationnelle dont on a besoin, le dépassement de la protection de l'enfance.
force. On a couvert sur cette opération, grâce à UNIFAF, 19 régions sur 22, ce qui est quand même tout à fait important. On a touché un peu plus pour l'instant. Dans mon dernier rapport, j'en étais à 850, on est à plus de 950 professionnels sur l'ensemble de la France qui ont réfléchi pendant 7 à 8 mois, chacun sur son territoire. Moi, j'ai fait le tour de l'ensemble de ces territoires, quasiment, et qui ont essayé de comprendre ce que, la question que posaient, effectivement, vous avez raison, docteur, la question que posaient les jeunes en difficulté multiple à leur propre dispositif, à leur propre relation entre eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela remettait en cause dans leur type de fonctionnement. Et ça, je passe vite, on a déjà travaillé là-dessus. Ce qui était intéressant, c'est que, alors, premièrement, c'est UNIFAF qui faisait ça. Donc, déjà, c'est un OPCA, un organisme qui collecte les fonds de formation. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler avec UNIFAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté UNIFAF qui s'intéresse, qui collecte les fonds du secteur non lucratif. De l'autre côté, vous avez les fonctionnaires qui captent leurs fonds de formation autour du CNFPT, puis de l'autre côté, le sanitaire, la FNCH, qui fait la même chose. Or, ces dispositifs ne répondent qu'à leurs adhérents. Et si aujourd'hui, pour dépasser en protection de l'enfance, mais aussi dans le secteur du handicap, de l'exclusion, etc., il y a bien quelque chose dont nous avons besoin, c'est des formations transversales. Pour l'instant, la réglementation, la manière dont vous avez de cotiser à l'organisme, fait que ce n'est pas possible. Or, c'est les cabinets qui sont en train de faire ces propositions, et la CNSA, je suis aussi à la CNSA qui insiste beaucoup sur cette question-là, nous avons besoin que les fonds de formation se mettent ensemble pour pouvoir faire des formations transversales entre le sanitaire, le social et le médico-social. Ça, c'est déjà une première indication de ce qui pourrait se passer. Et il faut reconnaître à l'UNIFAF qu'il a été le premier à proposer au CNFPT, à une rencontre avec la CNSA, au CNFPT et au sanitaire, de pouvoir réfléchir à cela. Et ils sont, me semble-t-il, au niveau national, en train de préparer cela. Et ça, c'est important. Il ne faudrait surtout pas que les adhérents de l'UNIFAF s'opposent à ça. C'est absolument essentiel. Donc, nous avions des personnes, sauf en Nord-Pas-de-Calais, où ils ont triché, ou ils ont bien fait de tricher, mais nous avions des adhérents de l'UNIFAF, donc on les a cités tout à l'heure, qui venaient du secteur social, médico-social, etc. Mais par contre, il y avait la possibilité d'inviter la psychiatrie, la pédopsychiatrie, d'inviter la DJJ, même d'inviter des LDPH, c'est-à-dire d'inviter des gens des autres secteurs. Et c'est ce croisement-là qui était intéressant sur cette opération-là, puisque vous aviez à chaque fois un secteur de pédopsychiatrie, l'éducation nationale qui a été présent quasiment tout le temps, les services de l'ASE, bien entendu, la PJJ, et aussi les ARS qui ont participé à ces sessions-là, même des LDPH. Qu'est-ce qui a fait débat? Je vais rapidement sur ce qui peut être intéressant et sur lequel je vais insister tout à l'heure. D'abord, effectivement, la problématique des jeunes et difficultés multiples. Oui, le langage partagé, tout ce qu'on a dit ce matin, l'évaluation, de quoi on parle, c'est-à-dire quel est le langage commun qui nous permet de construire une approche qui relève de la santé, ce que disait Yann Corbet ce matin, relever des Québécois, mais avant les Québécois quand même, elle relève d'abord de l'OMS, c'est-à-dire de la démarche et de la compréhension de la définition de la santé par l'OMS avec les domaines de vie, etc. Qu'on se mette d'accord sur ce langage partagé et qu'on essaye de comprendre quelles sont les problématiques de ces jeunes. La deuxième chose, évidemment, qui a posé problème, c'est la continuité des parcours, puisque, comme vous le savez, toutes les lois 2000 sont construites de la loi 2002 jusqu'à la loi 2009, jusqu'à celle qui vous concerne plus particulièrement en 2007, sont construites autour de cette idée de continuité du parcours. Mais entre le législatif et l'organisationnel, il y a comme un gap qui fait qu'aujourd'hui, il y a une impossibilité, pour mille et une raisons, vous allez voir, qui sont une des conséquences une des continuations qui pourraient se faire sur cette formation-là.
Ça posait problème et chacun a essayé de comprendre comment répondre à cette continuité parcours. Troisième élément, les pratiques professionnelles, bien sûr, avec la notion de prise de risque. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, avec un encadrement, des normes, des recommandations aussi fortes, des médias aussi présents, qu'est-ce que c'est que prendre un risque aujourd'hui avec des jeunes à difficultés multiples? Quatrième point, la question que l'on retrouve d'ailleurs en neurosciences, mais qu'on retrouve ici de manière très concrète, les temps, hein, c'est-à-dire la simultanéité ou pas, des tutelles, des structures et des adolescents qui ne coïncident pas. Et qui fait que, l'exemple le plus simple, entre la manière dont le moment où on décide d'une mesure et le moment où on l'applique, il y a 3 mois qui se passent, etc. Quatrième point, la question des comportements problèmes, je ne vais pas en parler, les liens avec le champ sanitaire, et puis la question de l'inégalité du point de vue des capacités de supervision ou d'analyse des pratiques que l'on travaille en ex, en ITEP, etc., en CER, en CEF. Voilà. Ce qui a fait débat aussi, c'est de travailler avec les familles, je n'ai pas le temps de le développer, et puis surtout, puisqu'on parlait de coopération et de coordination, les questions qui se posaient à partir des expériences de terrain, c'est qui le chef de file? Et là, on pose une question beaucoup plus large, qui est celle de ce que l'on attend, ce que l'on discute aujourd'hui avec les cabinets et avec les ministères, c'est que la loi dit les choses, l'organisation dit autre chose. Or, si on veut qu'il y ait coopération, alors il faut aller beaucoup plus loin, vous allez voir vers où on peut aller, que de sorte de partenariat que l'on met en place aujourd'hui. Comment on passe du partenariat à une coopération intrinsèque. Je reviendrai là-dessus, c'est pas très important. Ce qui s'est passé au cours de la formation, d'une part, c'est déjà les points de vue ont fortement avancé, à la fois par la venue et le croisement de la pédopsychiatrie, et puis surtout par les stages croisés. Le fait que les uns sont allés travailler chez les autres. Au départ, il y a certains cadres, certains dirigeants nous disaient « Oh là là, 35 heures, c'est pas ça être possible » et tout ça. Ça se passait toujours comme ça dans tous les terrains. De manière unanime, je dis ça un peu plus loin, de manière unanime, les stages croisés ont été plébiscités par tout le monde en disant « S'il y a quelque chose qu'il faut refaire, c'est ça. » C'est-à-dire aller chez l'autre, voir comment il se débrouille, c'est quoi son corpus, là, il nous prend le chou sur la manière dont il construit son objet, comment il voit cette propre réalité. C'est comme si le cortex allait voir du côté d'un champ modulaire et puis il allait voir comment les choses s'organisent depuis la perception jusqu'à la compréhension. Ce travail-là, par les stages croisés, il semble incontournable. Du point de vue simplement pédagogique, de l'évolution des mentalités, de la compréhension des cadres de compréhension, des cadres théoriques de compréhension, ça passe par quelque chose de l'ordre du déplacement du corps et de l'esprit pour que les regards puissent se croiser. On a parlé de prédiagnostic. Oui, j'avais fait ce travail-là de prédiagnostic, un questionnaire prédiagnostic, mais c'était il y a 2 ans. Franchement, depuis, au niveau des faits, on a beaucoup évolué. Et cette question du diagnostic a beaucoup évolué aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi les discussions qu'il y a sur les réformes les plus importantes du secteur sanitaire et médico-social. Et le fait que Mme Touraine en parle beaucoup, c'est que demain, le principe même de l'organisation des réponses reposera sur un diagnostic territorial partagé. Donc depuis, on a commencé à tester ça sur les jeunes à difficultés au niveau de l'ANCREAL, mais ensuite, on l'a testé sur la santé mentale, et maintenant, en ce moment, sur l'autisme, et je présenterai devant les ARS une proposition méthodologique de diagnostic territorial partagé. C'est très important ça. Pourquoi? Parce que l'une des questions qui a été posée, même si je ne dis pas les choses dans l'ordre, c'est pas grave, c'est que vous travaillez les uns et les autres, par exemple, entre le secteur sanitaire et le secteur social et le secteur médico-social, vous travaillez sur 3 schémas, même 4 schémas. La pédopsychiatrie, elle relève à la fois du plan régional de santé avec le schéma d'organisation des soins et du schéma aussi un petit peu d'organisation médico-sociale de l'ARS. L'ASE, elle va relever d'un schéma du conseil général
qu'on appelle le schéma enfance-famille, parfois le schéma ASE. Les ITEP, ils sont à la fois du côté du SROS et du schéma du plan régional de santé, et à la fois aussi un petit peu du côté du Conseil général, puisque le Conseil général doit faire un schéma départemental du handicap global, même si certains départements disent qu'on ne s'occupe pas de l'enfance handicapée. Dans la loi, oui. Or, ces schémas sont complètement désarticulés. C'est des plans quinquennaux, tous sont des schémas quinquennaux, mais ils sont décalés dans le temps. Donc, les propositions que l'on fait actuellement, c'est qu'on recale dans le même temps l'ensemble de ces schémas, que l'on fasse un seul diagnostic territorial partagé sur les populations vulnérables sur un territoire, comme on a fait pour les jeunes à difficultés multiples, et que ça serve à l'ensemble des schémas. Vous voyez ? Et c'est pas un hasard si on réfléchit à ça au moment où on réfléchit sur une nouvelle territorialisation. Là, ils s'engueulent entre les départements, etc. Peut-être qu'ils vont finir par ne pas trouver de solution, mais a priori, ils devraient trouver une solution, on devrait trouver quelque chose qui réorganise le territoire. Or, au moment de réorganiser le territoire, il est important que les propositions que l'on fasse, nous, s'articulent avec ça. Donc, tout ça pour vous dire que ce que l'on a testé sur les jeunes à difficultés multiples va nous servir maintenant dans plusieurs autres... voilà. L'autre élément très important lié à la maladie d'Alzheimer, c'est que, effectivement, un des résultats d'une souffrance maltraitée, de l'étude nationale de l'ONED qu'on avait mise en œuvre, c'était qu'on ne connaissait quasiment rien des jeunes les plus en difficulté, ce qu'on appelle les jeunes en situation d'incapacité. On avait découvert qu'à 90% ils avaient vécu dans leur vie un traumatisme très grave, et que les équipes qui prenaient en charge ces jeunes-là au moment où on faisait l'enquête, qui était une enquête exhaustive, ne connaissaient pas ce traumatisme grave. Donc quelque chose qui était de l'ordre du recueil biographique, c'est-à-dire de la capacité que nous avions quand nous recevions, que nous accueillions, que nous accompagnions un jeune, eh bien d'avoir quelques éléments concernant son parcours. Donc on a proposé une grille de recueil biographique qui, avec l'ensemble des discussions sur la cause, sur le secret, etc., qui permettent au fur et à mesure de pouvoir renseigner un parcours qui pourra être rendu plus intelligible pour ceux qui ont à répondre à des besoins des jeunes, que ce soit des besoins de santé, des besoins d'accompagnement médico-social, etc. Les stages, j'en ai déjà parlé, j'ai dit que c'était une très forte... voilà, avec ça se passe, je pense que ça a été vraiment central, ces stages pour tout le monde. Oui, un regret, effectivement, les cadres qui, au départ, se posaient la question de savoir comment ils allaient organiser le stage des 35 heures, à la fin, dans de très nombreux territoires, c'est les cadres qui ont demandé, eux aussi, à faire des stages projets, ce qui est, à mon avis, tout à fait important. Donc, les journées finales, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui a été produit qui pourrait être repris? Il a été produit dans plusieurs départements, un annuaire départemental. Vous savez, ici, notamment avec le CREA Aquitaine, que la question des annuaires, c'est-à-dire de quels sont les services rendus par les lieux d'accueil ou les lieux d'accompagnement, cette question-là est absolument essentielle aujourd'hui. Les familles le réclament, et un des résultats forts de ce parcours-là, sur la nouvelle coopération et la coordination, c'est au minimum, d'avoir une connaissance des services que les uns et les autres rendent, et des services, des savoirs de manière explicite, non pas des choses absolument incompréhensibles. Regardez mon livret d'accueil comme un niveau dans lequel on ne comprend rien, et puis surtout dans lequel on ne sait pas exactement ce qui se passe. Outre des diaporamas, pour ça c'est un exemple, voilà. Il y a eu comme deuxième production, on va le voir tout à l'heure sur les préconisations, comme deuxième production, il y a eu des grilles biographiques qui se sont appliquées à des territoires. C'est-à-dire que les territoires les ont adaptés à leurs besoins propres et les ont mis en œuvre.
Et surtout, on a avancé sur un certain nombre d'autres points, notamment sur des accords. D'abord, chacun s'est mis d'accord sur une définition commune des jeunes à difficultés multiples. J'ai essayé d'en faire une définition nationale, c'est un peu compliqué, mais enfin, je pourrais le faire, mais ce ne serait pas très scientifique. Mais au moins, sur le territoire, les uns et les autres se sont mis d'accord sur ce que signifiaient des jeunes à difficultés multiples, des jeunes avec troubles du comportement, etc. Voilà. 2 minutes. Ouais. Bon, je passe vite alors. Ça, c'est un stagiaire qui nous avait fait ce dessin-là. Sur les propositions. Propositions, si je passe très vite. Premièrement, première proposition, sur les situations les plus complexes, en quoi un référent de parcours pourrait structurer les grilles biographiques faites par les uns et par les autres. Deuxième élément, le fait qu'on construise des plateformes d'activité de jour et que l'on partage des plateformes d'activité de jour ou qu'on mutualise les outils. Troisième proposition, que l'on construise des formations transversales. Quatrième proposition, qu'il y ait une trame commune de synthèse des parcours de vie parmi toutes les institutions sanitaires, sociales et médico-sociales, ce qui permet de faire une synthèse. Et je rappelle que une synthèse, ce n'est pas un médecin qui a réuni tout le monde, ça peut être n'importe quel service qui a réuni tout le monde. Au moment où on fait les synthèses, que l'on puisse avoir des outils communs en fonction des structures auxquelles on participe. Dernière chose, bon, les annuaires, j'en ai parlé, la grille aussi. Autre élément, ce matin, Eliane Corbet parlait de cette approche d'une situation préoccupante. L'autre étape, l'étape qui vient après, c'est bien sûr la construction d'un dossier partagé du jeune avec la même approche, avec le même langage commun, avec les mêmes domaines et avec les étapes dont on a parlé en fin de matinée, c'est-à-dire la manière de s'approprier les choses pour qu'on puisse avoir les mêmes données et le même suivi du dossier. Me semble-t-il, le NED est en train de travailler sur cette question-là. Un autre élément, c'est que vous avez un rapport de Nivisto qui s'appelle Zéro sans solution, et dans Zéro sans solution, sur les situations critiques qui relèvent des personnes handicapées, vous avez des propositions, une structure, un état d'esprit, une manière de faire avancer les politiques aujourd'hui qui s'appliquent totalement, alors là vraiment totalement aux jeunes à difficulté multiple. Et que ce rapport a été très souvent présenté dans le cadre des formations et très souvent repris pour pouvoir réinterroger les schémas, les politiques publiques, les institutions, etc. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci beaucoup.